Bonjour à tous et bienvenue sur le nouvel épisode de Warhammer Made by Amateur, très certainement le dernier de 2022. Vous aurez des rediffusions Twitch pour les prochains jours parce que j'ai pas le temps, c'est les vacances, etc., de faire plus de montage que ça, donc profitez. Et quoi de mieux pour profiter de la fin d'année qu'une toute petite partie à 1000 points, mais d'initiation, c'est-à-dire beaucoup plus détaillée. Vous avez vu la durée de la vidéo, elle fait à peu près 1h20. On a invité une ancienne joueuse qui n'avait pas joué depuis très 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 longtemps, qui est Neps, une collègue à moi de Twitch, mais aussi une vieille amie, qui est venue essayer une petite partie d'initiation et je vais essayer de bien la détailler au maximum durant cette vidéo, déjà pour tous les anciens qui nous ont rejoints avec la vidéo de Fred Wargame Studio, mais aussi tous ceux qui veulent réviser un petit peu les règles et essayer un nouveau format. Bref, on va se prendre un petit kiff à faire cette bataille en espérant que ça vous plaise. Elle est un peu longue et il y a pas mal de descriptions avec quelques petits bafouillages, mais que voulez-vous, ça reste Made by Amateur ici. Donc merci à tous, profitez bien de la vidéo et on se voit bientôt. Bonne fête de fin d'année. Ciao. Bienvenue sur Warhammer Made by Amateur. Bonsoir, moi c'est Neps. Donc je venais faire une partie d'initiation avec Dave, voilà, pour me remettre à Warhammer et puis pour réapprendre un peu les règles et tout. Donc pour cette partie, j'ai joué l'Empire avec un capitaine grande bannière avec couronne de commandement. J'avais aussi un sorcier de feu niveau 2 qui était mon général du coup. En termes de régiment, j'avais donc du coup 14 arquebusiers. Oui. Ensuite, j'avais aussi un régiment d'albardiers, j'avais 29 albardiers. J'avais également 3 demi-griffons, un canon et un héliobolis. Voilà. Donc pour mon armée à 1000 points en initiation d'homme-bête, mon armée est commandée par un chaman niveau 1, tout nu. Il est juste là pour faire un sort et apprendre à l'adversaire que un sort peut être contré ou pas. J'ai également mis un chef homme-bête grande bannière pour également lui faire apprendre. Elle en a un dans son armée. J'en ai mis un dans la mienne, bien sûr, pour qu'elle comprenne bien l'importance et surtout de sniper les GB adverses. Il est équipé en armure lourde, classique, et en arme lourde. Derrière, après, en unité de base, j'ai pris 20 Ungor lanciers boucliers parce que c'est des figurines que je viens de peindre et surtout parce que j'avais envie de les sortir et c'est pas trop violent contre des humains. J'ai mis quand même derrière avec ça un char à sangle-bouc parce qu'il faut mettre un petit peu de char, c'est homme-bête et elle aura des cibles avec son canon. J'ai pris ensuite derrière 29 Gore arme double avec étendard et musicien, question de d'avoir un bon gros pâté pour aller avec le chaman, et que ça reste quand même des Gore au corps à corps, c'est quand même pas rien, il faut se méfier de ça. Et pour terminer mon armée, qui est quand même avoir un petit chausson de l'AGB, je lui ai mis 19 bestigores, quelque chose qui pourrait même inquiéter ses demi-griffons, et lui faire comprendre qu'il faut taper dans les blobs une fois qu'on a fini avec les cibles uniques. Bref, on va faire une bonne initiation en espérant que j'explique correctement. On a un MJ en plus pour m'aider aussi pour les règles. Profitez-en vous aussi. Ça fait un peu de révision pour tout le monde. C'est toujours bien. Et même, c'est le kiff de faire du Warhammer Battle. C'est parti pour une 1000 points initiation homme-bête contre les impériaux. Bien. Alors, pour cette bataille, vous allez un peu plus me voir car ça va être un petit peu une espèce de révision initiation en même temps que pour vous proposer une bataille à 1000 points en bataille rangée, c'est-à-dire sans scénario. Tout d'abord, avant de faire un simple déploiement, eh bien, si vous disposez d'un sorcier dans votre armée, vous devez jeter les sorts qu'il connaît. C'est que certains sorciers qui connaissent tout leur domaine de magie. Et tout simplement, Neps avait choisi un mage niveau 2, je lui avais conseillé de prendre ceci, un mage du feu, qu'elle choisit d'ailleurs, du DPS pur, c'est-à-dire faire du dégât à distance ou des choses qui peuvent buffer un petit peu pour ce qui est du domaine du feu. Et tout simplement, elle avait un mage niveau 2, autrement dit, elle a jeté 2 dés et le numéro qu'elle a fait lui donnait un sort qu'elle choisissait ou pas. Tout simplement, si un des deux résultats ne vous plaît pas, vous pouvez changer l'un de ceux-ci en sort primaire, c'est-à-dire le sort numéro 0 qu'il y a sur le livre de règles.
Pour ce qui est de sa magie, elle a obtenu l'épée de ruine, c'est-à-dire un boost pour ses propres troupes, un sort amélioration, ça s'appelle comme ça, qui lui permettait sur une valeur spécifique de lancement, c'est-à-dire un 8+, par exemple, de booster les blessures de ses troupes, que ce soit au corps à corps ou au tir. En gros, elle insufflait de la magie du feu dans les balles ou sur les lames. Elle a choisi de garder ce sort et elle a aussi obtenu le trait incandescent, un espèce de trait de feu qui dommageait les régiments à nombreux rangs. Voilà, c'est un petit peu comme ça que se décrit le sort. Et elle a conservé ces deux sorts. Elle n'a pas choisi de prendre le primaire, tout simplement parce que ça l'intéressait de faire du DPS à distance. Elle avait une armée en défense, elle a conservé ce principe. De plus, elle possédait un dernier sort qui, là, n'est pas un sort de son sorcier, vu que le sorcier est niveau 2, elle n'avait accès qu'à 2 sorts grâce à 2 dés. Elle possédait aussi un Héliobolis de Is, c'est-à-dire cette espèce de char magique impérial. Et cet Héliobolis lui donnait non pas un sortilège pour son sorcier, mais un objet de sort. On parlera un petit peu de du descriptif de ceci au moment de la magie, la première phase de magie. De mon côté, je n'avais qu'un chaman niveau 1. Donc, j'ai jeté un seul dé. Le sort ne m'a pas très bien plu. C'était quelque chose pour booster mes héros. J'en ai très peu sur cette partie. Je n'ai qu'un seul sort. Donc, j'ai changé ce sort et j'ai conservé le sort primaire, c'est-à-dire le sort numéro 0 de mon domaine. J'ai choisi l'incarnation de Wissan pour ce qui est de mon sorcier niveau 1 de la bête, domaine de la bête, c'est-à-dire booster la force et l'endurance de mes figurines pour un régiment entier, ce qui est quand même très intéressant. Ensuite, une fois qu'on a déterminé nos sorts, nous allions faire notre déploiement. Nous avons fait notre déploiement. Vu que c'était une initiation, j'ai déployé mon armée intégralement en premier. C'est-à-dire que j'ai placé déjà ma bulle de commandement, c'est comme ça qu'on l'appelle, c'est-à-dire le régiment qui allait contenir mon général. Normalement, tu mets tes héros après avoir placé toutes tes unités. Là, pour le bienfait de l'initiation, j'ai placé toute mon armée d'abord. C'est-à-dire que j'ai d'abord placé mon régiment de Gore en plein centre de la table avec mon général, c'est-à-dire mon sorcier. Ce général étant placé ici pour toute la game, vu que c'est cette figurine-là qui sera déterminée comme général de mon armée, elle va donner son commandement à 12 pas autour d'elle, à toutes les unités alliées. C'est-à-dire que par exemple pour les Ungor, qui ont un commandement de 6, eh bien elle a boosté leur valeur de commandement tant que cette figurine était à 12 pas d'autour de mes Ungor, et elle a fait passer leur commandement à 7. Un point de plus, c'est toujours ça d'intéressant. Si jamais vous avez un commandement à commandement 10, un général à commandement 10, eh bien ça fera commandement 10 à 10 pas autour. C'est très intéressant de faire ça. Donc je l'ai placé en plein centre de ma ligne, c'est assez normal. J'ai posé donc mes Gors à 2 armes avec l'étendard, le musicien et le chef avec mon chaman. Dans la petite tour en plein centre, j'ai placé mon régiment de Ungor, parce que c'est un régiment de Ungor assez classique, il n'est pas très fort, mais ça va attirer les tirs, ça va obliger Nebs à faire quelques petits mouvements. Je l'ai mis dans une tour, parce que cette tour faisait partie de ma zone de déploiement dès le début. Ils sont comme ça à l'abri de tirs, bien entendu, et ils sont dans un couvert lourd. Lorsque vous êtes dans un bâtiment, vous êtes très dur à toucher. Encore à droite, j'ai placé mon deuxième personnage important, mon deuxième héros, je n'en ai que 2, hein, mon deuxième héros dans le pack de Bestigor. Alors les Bestigor, ça tape très très fort, et j'y ai mis mon deuxième atout pour ce qui est du commandement, j'y ai mis mon héros Grande Bannière. Alors ce héros ne peut jamais être un général s'il porte la Grande Bannière, sauf quelques héros légendaires spécifiques, et tout simplement, ce personnage permet à 12 pas autour de lui de non pas avoir le commandement qu'il possède, contrairement au général, ça c'est le général qui fait ça. La Grande Bannière, elle, permet de relancer les tests de commandement manqués, la peur, la terreur, la panique, ou alors le moral, c'est-à-dire quand vous perdez un corps à corps. Tout simplement, ce personnage-là booste, on va dire, tout le monde au commandement. Il permet de relancer, si on échoue, à 12 pas autour de lui. C'est pour ça que héros général et héros Grande Bannière sont toujours assez côte à côte, ou en tout cas au centre de votre ligne pour avoir les relances et les buffs de commandement au maximum dans votre armée. Flanqué de ceci, c'est-à-dire sur leur flanc droit, j'ai mis le char, bien entendu. Un char plus des bestigors, ça peut faire même peur à des demi-griffons. Et sur chacun des flancs de mon armée, j'ai mis des tirailleurs, c'est-à-dire des unités beaucoup plus rapides qui peuvent avancer très très vite et tirer quand même, que sont mes pierres Ungor, et qui vont permettre de réorienter, c'est-à-dire se placer sur des côtés et réorienter les unités lourdes ou rapides de Nebs avec des unités, on va dire, sacrifiables sur les flancs. Voilà pour ce qui est de mon déploiement. Du côté du déploiement de Nebs, elle a
une très bonne position de déploiement parce qu'elle a des bâtiments très grands, très gros. Moi, j'en avais les plus petits, mais plus nombreux. Tout simplement, elle a placé sur son flanc gauche déjà le fer de lance de son armée, c'est-à-dire ce qui peut carrément tanker sans aucun problème, mais aussi qui est très rapide. Très souvent, on met les rapides sur les côtés parce que ça permet de contourner la ligne. Elle a placé ses demi-griffons. Un gros pack de demi-griffons, enfin, gros pack, ils sont 3, mais pour moi, une partie à 1000 points, ça fait peur, je vous assure. Elle l'a placé de ce côté-là. Ensuite, dans le bâtiment du moulin, elle a décidé de placer son canon. Elle a le droit de le faire, hein. C'est un bâtiment, il peut contenir un canon. Attention, précisez d'abord avec le maître du jeu ou votre adversaire qu'une machine de guerre peut rentrer ou non dans un bâtiment avant. Là, il n'y avait aucun problème pour moi, ça lui offrait un bon couvert. Il avait une position retranchée, tout simplement. Et ensuite, elle a placé son général ainsi que sa grande bannière, parce qu'elle dispose de ça aussi, dans 2 régiments distincts, c'est-à-dire que dans son centre, elle a placé au centre de son armée le pack halbardier avec grande bannière, qui est, règle spéciale des impériaux, ce qu'on appelle une unité mère, une unité qui a avec elle, quand on la déploie, un détachement. Un détachement, c'est une petite unité qui est à côté, qui a les mêmes règles que son unité mère quand elle est à 3 pas, d'où les 14 arquebusiers qui sont déployés dans la maison juste à côté. Elle y a ajouté le sorcier, parce que pourquoi pas, hein, on lui a accordé ça bien entendu, pour qu'ils ne soient pas tous dans le même pack. Donc son sorcier est aussi son général. Les sorciers ne sont pas souvent des super bons généraux, parce qu'ils n'ont pas un énorme commandement. Ils peuvent se tuer tout seuls avec la magie, mais on a été égal l'un et l'autre. Chacun, notre général, était le sorcier, pour mettre un petit peu de sel dans la partie au cas où. Donc, un pack défensif avec sa grande bannière qui permettait de relancer à 12 pas autour d'elle, comme moi, et son général qui, à 12 pas autour de lui, donnait son commandement, comme c'est la règle pour toutes les armées. Enfin, pour finir, sur son flanc droit, elle a placé son héliobolus de Is pour apporter une grosse baliste magique, hein, c'est le rayon laser de la lumière, qui est aussi un char quand même, hein, qui est assez costaud et assez résistant, sur son flanc droit. Voilà pour ce qui est des déploiements. Ensuite, on a jeté un dé, et normalement, c'est celui qui finit en premier de se déployer, parce que normalement, c'est unité par unité, bien entendu. Là, on a fait un simple jet de dés, et le plus grand résultat choisissait qui allait commencer ou pas. Le plus grand résultat, bien sûr, était pour Neps, chance du débutant, bien entendu, et elle a décidé de commencer. Elle a une armée extrêmement concentrée de tireurs et de magie, donc elle est à plutôt longue distance, même si elle peut tout à fait se débrouiller au corps à corps. Donc elle commence pour pouvoir m'en mettre plein la tronche au plus vite. Nous sommes à 24 pas de déplacement entre nous deux, c'est la No Man's Land, c'est une bataille rangée classique. Il vous faut 24 pas de vide et le premier tour commence. Maintenant, on est parti pour 7000 points. Donc on est parti pour le premier tour. Le premier tour va être un petit peu plus décortiqué que ce que je fais d'habitude parce que je veux que ça soit un petit peu comme une initiation. Donc, premier tour, il y a 4 phases dans un seul tour. La première phase, c'est le mouvement. La deuxième phase, c'est la magie. La troisième, les tirs. Et enfin, en dernier, les corps à corps. Et chacun est un petit peu dispatché en petites sous-phases. Celui-là où il y a le plus de sous-phases, c'est les mouvements. C'est normal, c'est là où il y a le plus de stratégie, véritablement. C'est quasiment pas un jet de dés, ou presque. On commence la phase de mouvement par les déclarations des charges. Avant même de faire quoi que ce soit, on dit « cette unité va charger ». Bon, là, on est à 24 pas de distance. Quand on charge, on met la valeur de mouvement de la figurine ou du régiment où on est, plus 2 dés, voire 3 dés, et on garde les 2 plus grands lorsqu'il s'agit de cavalerie, hein, parce qu'ils vont plus vite, tout simplement, ou de volants. Et là, on est beaucoup trop loin, hein, elle est beaucoup trop loin. Aucune capacité de mouvement peut l'amener assez loin, même en faisant un double 6 sur son jet de dés. Elle décide de ne faire aucune charge. C'est logique. Ensuite, la deuxième sous-phase des mouvements, c'est les ralliements ou les mouvements obligatoires. C'est-à-dire, parfois, il y a des unités qu'on ne contrôle pas, genre les squeak-broyeurs des orques et gobelins, ou les unités qui sont en fuite et qu'on essaie de « Eh oh, ramène-toi, mon coco !» pour essayer de les rallier. Il n'y a rien de tout ça dans cette phase. On continue dans une dernière sous-phase, c'est-à-dire les mouvements normaux. Les mouvements normaux, eh bien, c'est la valeur de mouvement de votre figurine, ce qui donne la valeur de mouvement du régiment entier, parce que vous bougez un régiment à tous la même valeur, vous ne pouvez pas déplacer une figurine plus vite que les autres. Et tout simplement, si vous voulez faire une marche forcée, vous pouvez doubler la valeur de votre mouvement, c'est-à-dire par exemple les humains avancent de 4, c'est la moyenne, 4 maximum, hein, ils peuvent faire 1, 2, 3, 4, 2,5, 3,5, qu'importe. S'ils font plus de 4, ils peuvent aller donc jusqu'à 8, mais s'ils font ça, ils ne peuvent pas tirer s'ils ont des armes de tir. En gros, ils rangent leurs armes et ils courent en avant pour pouvoir se repositionner correctement. Voilà un petit peu pour ce qu'elle fait. Donc en termes de mouvement, eh bien, c'est très très simple. Elle fait très légèrement avancer ses demi-griffons. Alors elle fait une avance légère, elle ne fait pas une marche forcée, de toute façon ils n'ont pas d'arme de tir, mais elle fait ce qu'on appelle une roue.
elle ne les fait pas avancer en ligne droite, elle les fait légèrement tourner. Et là, c'est très simple, vous prenez la mesure du plus loin de votre régiment et vous mesurez la distance que vous faites. Ils ont un mouvement, je crois, de 6 ou 7, ils sont très rapides. Donc, elle les déplace très largement pour pouvoir en fait amener un peu de poids vers l'intérieur de la table, vers le centre de la table. Pourquoi? Bah, parce que tout simplement, elle va pouvoir charger sur un flanc ou réorienter ses charges tout simplement. En gros, elle réoriente ses axes de vue de 45 degrés, parce que n'oublions pas que les régiments avancent en voyant à peu près comme ça devant eux, euh, pour pouvoir voir le plus de tables possible, le plus de morceaux de table possible. Ensuite, cette phase de mouvement est terminée. Elle n'a rien bougé d'autre. Nous passons à la phase de magie. La phase de magie, les vents de magie sont aléatoires au monde de Warhammer. Parfois, c'est des grosses rafales de vent très dangereuses. Soit c'est des toutes petites brises, un petit pétou dans la glace, là, comme ça. Et tout simplement, vous jetez 2 dés. Vous jetez 2 dés et ça vous donne la valeur des vents de magie sur la table. Et le plus grand des 2 dés, c'est la capacité de dissipation de votre adversaire. Voilà comment ça se passe. C'est tout simple. Neps commence à jeter ses dés et elle fait un 2 et un 1. Donc des valeurs pas géniales du tout, hein, pour ce qui est de ces dés. Ça m'arrange, hein, je ne vais pas vous mentir. Donc ce qui fait que moi j'ai 2 dés en réserve pour dissiper et elle en a 3, 2 plus 1. Pour chacun des mages qui sont présents sur la table, ou forgerune pour ce qui est des nains, eh bien, les personnes sensibles à la magie peuvent attirer un peu plus de vent de magie à eux, c'est-à-dire que chacun de la table, chacun qui est présent sur la table, va jeter un petit dé à lui, et s'il fait un 6, il arrive à canaliser un dé de plus. Voilà. On le fait tous les deux, mon chaman et son sorcier, et aucun de nous deux ne réussit à avoir un petit dé supplémentaire, donc on est à 3 dés contre seulement 2 de mon côté. Donc pour lancer un sort, vous avez une valeur de lancement, comme tous les sorts dans les livres de règles. L'épée ardente de ruine, pour booster ses arquebusiers, il faut qu'elle fasse 8 ou plus. Son sorcier est un sorcier niveau 2. Voilà. Donc sachez-le, dès que vous lancez un sort avec un sorcier, vous ajoutez sur votre résultat de dés que vous allez jeter pour voir si vous arrivez le sort, le niveau du sorcier. Un mage niveau 2 vous donne un bonus de plus 2 constant dès que vous lancez un sort. C'est plutôt pratique. Donc, avec 2 dés, pour atteindre un 8+, elle devait faire 6 ou plus. Parce que si elle fait 6 ou plus sur ses dés, elle ajoute 2 à son sorcier, ça lui fait sa valeur maximale. Si elle arrivait à ça, elle réussissait son sort. Bien entendu, elle réussit son sort, elle fait un très beau petit 10, c'est-à-dire sur 2 dés, elle fait 10, et elle ajoute 2, parce que son sorcier est de niveau 2, et elle fait un 12. C'est parfait. Moi, je n'ai que 2 dés pour dissiper. Rappelez-vous, ma réserve est de 2 dés. Est-ce que je décide de le dissiper ou pas? Oui, j'ai pas envie qu'elle booste ses arbalétriers. Donc, qu'est-ce que je dois faire de mon côté pour égaler son sort? Eh bien, il faut que je fasse 11 sur mon jet. Parce que j'aurai mon petit plus 1, j'arriverai à 12, et si on arrive à égal ou plus que le résultat de l'adversaire, on dissipe son sort. Bien entendu, je n'y arrive pas du tout, hein. Ça ne passe pas du tout. Le sort est donc réussi en face. Je n'ai plus de dé de dissipation, il lui reste un dé de pouvoir. Ces arquebusiers sont donc boostés à la magie du feu. Parfait pour Neps. Et derrière, après, il lui reste un dé. Et à un dé, elle va tenter l'héliobolis de Is. Elle va tenter le char, l'espèce d'énorme blast magique sur mes bestigors, parce qu'elle les voit. Ça fonctionne comme une balise, c'est-à-dire ça traverse les rangs. Elle peut donc me tuer 4 personnes d'un seul coup. Ça fait très très peur. Elle jette son sort. Elle doit réussir son objet de sort. Parce que là, ce n'est pas le sorcier qui est à côté d'un régiment qui jette. C'est le char. Le char est un objet de sort. C'est la catégorie de son pouvoir. Par exemple, les hommes lézards en ont aussi, la machine mortis, enfin pas la machine mortis, le trône de sang, bref, plein de figurines comme ça possèdent parfois des orbes de magie ou des choses comme ça qui peuvent lancer des sorts, comme une activation. L'anneau rubis de ruine, par exemple, peut le faire. Sauf que là, vous n'avez pas de niveau de sorcier. Donc vous n'avez pas votre plus 1, votre plus 2 du niveau de votre sorcier. Il faut juste faire un jet qu'on appelle Vanilla, mais au nombre de dés que vous voulez. Et là, c'est simple, Neps, il lui reste un dé, elle tente de faire son jet. Il faut qu'elle fasse 5 ou plus, donc 5 ou 6, son sort passe. Malheureusement, elle ne réussira pas. Elle n'a pas de bonus de sorcier, donc le sort est loupé. Et elle n'a plus de dés de magie. La phase de magie est terminée. Ensuite, on passe à la phase de tir. Alors, la phase de tir, c'est la 3e phase de chaque tour de joueur. Et là, c'est bien, on a une machine de guerre, le canon, et on a les arquebusiers, des armes de tir classiques. Donc, on va commencer par le canon. Neps commence par son canon, et là, le canon, c'est une mécanique très connue des joueurs nains ou des joueurs impériaux, bien entendu. Vous désignez un point sur la table en disant « mon boulet va arriver là-bas ». Elle pose son estimation de boulet,
Il va partir bien sûr en ligne droite, hein, contrairement par exemple à 9e âge où ça peut redévier derrière. Il part en ligne droite, ils mettent beaucoup de poudre dans le canon et ils vont jeter une première fois le dé d'artillerie. Ils jettent la première fois, les joueurs avec un canon, un dé d'artillerie et ça va avancer l'estimation, c'est-à-dire l'endroit où va tomber le boulet va avancer quoi qu'il arrive. Les dés d'artillerie font incident 2, 4, 6, 8 ou 10. Donc ils peuvent aller très très loin selon votre estimation si vous vous gourrez un petit peu. C'est l'aléatoire hein, du sel de Warhammer. Neps vise bien entendu mon char. Le char fait très peur à n'importe quel joueur. Hein. Je vous conseille vraiment de les dégommer avant qu'il vous arrive au corps à corps. Le char est visé par le canon. Alors, elle ne vise pas sur le char parce que son boulet va partir très certainement un peu plus loin que son estimation. Elle vise à peu près 6 pas devant le char. Elle jette une première fois son dé d'artillerie pour voir où il tombe. Elle jette le dé et fait un 4. Donc, le boulet ne tombe pas à l'endroit où elle visait, mais bien 4 pas plus loin. Et à partir de là, elle est à 2 pas devant le char. Et bien, Neps rejette une deuxième fois le dé d'artillerie, c'est la règle des canons, de tous les canons du jeu. Et à partir de là, tout le score qu'elle va faire, 2, 4, 6, 8 ou 10, ça sera la ligne meurtrière où le boulet fera des dégâts. En gros, il touche le sol et il rebondit. Et au moment où il rebondit, en fait, il fait des dégâts. Dès qu'il touche le sol et qu'il rebondit. Il faut qu'elle fasse 2 ou plus, donc c'est-à-dire qu'il faut qu'elle fasse tout sauf un incident de tir, tout simplement. Et là, bon voilà, c'est sans appel. Elle me fait un magnifique 6. Donc elle traverse une ligne meurtrière de 6 pas. Elle touche parfaitement le char. Donc là, on fait un jet classique. Elle a une force de 10 et moi une pauvre endurance de 4. Elle doit me faire un 2+ pour me blesser parce que le 1 est toujours un échec. Elle fait un très beau 5. Et derrière, c'est un canon. Ça me enlève plusieurs PV à chaque figurine touchée par ce trait. Ça aurait été un régiment, eh bien tout le monde prenait un des 6 PV. Bon, c'est pas grave si t'es une infanterie. C'est très grave si t'es des ogres, par exemple. Hein, c'est très compliqué. Bref, mon char a 4 PV. Elle m'enlève un des 6 PV. Et bien entendu, chance du débutant, elle me fait moins 4 PV direct et elle me one-shot ma figurine. Aïe. Donc mon canon le canon détruit mon char. Tour 1. Voilà. Ça commence très bien. Ça commence très bien. Donc, lorsque vous avez une figurine à vous, au moment où elle meurt, parce que oui, hein, je sais lire un livre de règles pour ceux qui m'avaient mis les commentaires chez Fresh Warrior Studio, mais c'est vrai, vous relisez votre livre de règles. Au moment où votre figurine est détruite et qu'elle a des unités à côté, des copains à côté, qui voient leurs potes se faire décapiter par un boulet de canon, eh bien vous faites un test de panique pour tous ceux qui ont vu, à 6 pas autour, leur allié se faire dégommer. J'ai des bestigors qui sont apportés, ces bestigors qui sont mon fer de lance absolu, qui ne doivent surtout pas mourir. Je teste un test de commandement, c'est la panique hein, qui est testée, et je fais 8. Et 8, c'est la valeur de commandement de mon chef qui est à l'intérieur. J'ai un héros, même si ce n'est pas mon général, il ne donne pas son commandement autour de lui à 12 pas, mais il le donne au régiment où il est. On prend la valeur la plus haute. Il a 8 de commandement. Je reste sur place, je n'ai pas peur. Si j'aurais échoué mon test, j'aurais pu le relancer parce que j'avais ma grande bannière dans ce propre régiment, dans la bulle des 12 pas de relance de la grande bannière. Donc un test de commandement, c'est tout simple. Vous prenez 2 dés, vous regardez la valeur de commandement de votre figurine, qui a le commandement le plus haut dans le régiment, et vous devez faire moins ou égal. J'ai fait égal, je reste sur place. La phase de tir n'est pas terminée, bien entendu. Ça fait un petit peu peur, bien évidemment. Et tout simplement, on passe aux arquebusiers qui sont 14. Ils sont dans un bâtiment, ils peuvent tous tirer sans aucun malus à 360 pas. Alors sans aucun malus, genre tu ne peux pas te déplacer et tirer avec une arquebuse, c'est la règle spéciale de l'arquebuse. Bref, pas trop de détails non plus pour pas vous assommer. 14 tirs sont faits sur les gores qui sont pile poil à 24 pas. Ben oui, hein, du régiment, je suis à la limite de No Man's Land. Elle fait 7 touches, ils ont une capacité de tir, une CT de 3, les humains. Ils sont à portée longue, donc on leur met un malus de 1. Donc au lieu de toucher sur du 4, parce que c'est la valeur de base, 4+, 4, 5 ou 6, une chance sur 2, on leur met un malus de 1 parce qu'ils tirent à longue portée, il faut être quand même assez précis. Il faut faire 5 ou plus, sur 14 tirs, elle va me faire 5 fois la réussite, 7 fois la réussite sur 5, donc elle fait 7 touches. Et ensuite, la force de l'arme, c'est force 4, l'endurance de méga, c'est 4, quand c'est le même chiffre, c'est une chance sur 2. 4, 5 ou 6, elle me bute des dégâts, parce que là, la balle traverse presque n'importe quelle armure de mon armée, et elle me fait 4 morts. Aïe. J'ai 4 gores qui sont décapités ou qui se prennent une balle de plomb dans la tronche. Voilà. Donc,
On termine ce premier tour avec beaucoup de détails, je sais, mais c'était pour essayer d'expliquer un petit peu le descriptif d'un tour de joueur. On n'a pas fait de corps à corps pour l'instant, c'est normal, il n'y en a pas. Donc on passe à mon premier tour. J'ai déjà perdu une figurine et une figurine centrale et 4 figurines d'autres. Parfait. Donc premier tour des Zombettes. Premier tour des Zombettes, je fais ce qu'on appelle une avancée générale en marche forcée. Donc je zappe mes charges, je suis trop loin, je ne veux pas en faire. Je n'ai pas de mouvement obligatoire, autrement dit, je n'ai pas de fuite ou de choses comme ça à rattraper. Et je n'ai pas de mouvement de créatures que je ne contrôle pas. Abomination de Malphos, Rond Infernal, Sweetbriar, tout ça, Fanatique, etc. Non, je contrôle tout. Donc je fais avancer tout le monde. Mes Ungors sortent de la tour en ligne droite. Les Gors les rejoignent avec leur grande capacité de mouvement, parce que les Zombettes avancent quand même à 10 pas. Hein. Au lieu de 8 maximum pour les humains, ils avancent un peu plus vite. Mes Ungors se placent sur les côtés, bien entendu, pour pouvoir un petit peu tirer, parce que eux ne sont pas, comme vous le voyez, en régiment serré, ils sont ce qu'on appelle en tirailleurs. Règle spéciale des tirailleurs, tu peux courir, mais tirer quand même. Voilà, c'est leur avantage, vu qu'ils ne sont pas obligés de rester très serrés en régiment. Très agréable quand vous jouez elfe d'avoir des unités de tirailleurs. Voilà pour ma phase de mouvement. J'ai avancé tout le monde. Je n'ai quasiment pas fait de boucle ou de courbe. La seule légère courbe que je fais, c'est avec mes bestigors pour voir bien dans ligne droite les demi-griffons, bien évidemment. Ensuite, on passe à ma deuxième phase, ma phase de magie. Je jette mes 2 dés et je fais un énorme 6 plus 4. 10 dés de pouvoir. C'est énorme. Mon sorcier tente de canaliser à lui un petit dé de plus. Il n'y arrive pas. Et Neps tente avec son sorcier et réussit de son côté. C'est déjà très bien pour elle. De plus, elle possède un objet spécial dans son armée qui est l'Héliobolis de Is, son gros char magique, qui lui donne gratuitement un dé encore en plus. Ce qui fait que moi j'ai 10 dés, 6 plus 4, et elle a une réserve de dissipation de 6 dés, plus 1 parce qu'elle en canalise un avec son sorcier, et plus 1 parce qu'elle en canalise un gratuitement avec son Héliobolis. Ce qui fait qu'on est à 10 contre 8. C'est une énorme résistance magique en face pour ma part. Et moi, le petit souci, c'est que j'ai 10 dés, c'est parfait pour moi, je peux lancer quand même pas mal de sorts avec 10 dés, sauf que j'ai qu'un niveau 1, avec un seul sort. Et à Warhammer V8, c'est comme ça, pour lancer un sort, tu ne peux pas jeter plus de 6 dés. T'as trop peur que le chaos vienne te bouffer l'esprit. Par contre, pour dissiper un sort, tu n'as pas de limite. Donc en gros, je suis à un niveau 1 de sorcellerie, qui peut jeter qu'un seul sort avec 6 dés, contre un niveau 2 de sorcellerie qui peut jeter jusqu'à 8 dés. C'est un peu pourri. Je vais donc tenter de booster mes bestigors, tout simplement, pour pouvoir les rendre plus forts avec mon sort qui s'appelle l'incarnation de Wissan. J'ai une portée de 12 pas, je suis à portée. Je le jette. Je dois faire un 9 ou plus parce que ce sont des Zombettes. En gros, c'est plus facile de jeter des sorts de la bête sur des Zombettes. Petite règle spéciale intéressante. Et en fait, je réussis à faire, parce que je jette bien mes 6 dés, j'ai pas peur. C'est très dangereux de faire ça, parce que si je fais un double 6, il peut se passer quelque chose d'intéressant. Je réussis mon sort sans faire ce qu'on appelle un pouvoir irrésistible, donc un double 6, sauf qu'en face, Nebs va jeter ses 8 dés et elle va faire un double 6 de son côté. Lorsqu'on fait un double 6 en dissipation, on ne se prend pas de retour de bâton, mais par contre, on stoppe directement le sort adverse d'un seul coup. Donc ma magie s'arrête déjà là, j'ai jeté mon sort qu'on m'a dissipé en face. Fin de la phase de magie. On passe à ma phase de tir. Ma phase de tir, j'ai des Ungors qui peuvent quand même tirer. Bon, les Ungors, ce ne sont pas des forestiers elfes sylvains, ça c'est sûr et certain, mais quand c'est ma femme qui les joue, c'est pas pareil, bien évidemment. Donc de mon côté, à ma gauche, mes Ungors de gauche vont tirer. Ils sont à portée, ils ont une portée non pas de 24 pas comme des arquebuses, mais ils peuvent porter à 18 pas, c'est des petits arcs courts qu'ils ont. Vu que j'ai pu avancer, heureusement, je suis à portée. Je tire sur la maison possédant les arquebusiers. Je tire, comme je l'ai dit, sur une maison. Régiment qui est dans une maison. Autrement dit, j'ai plein de malus. J'ai avancé, je suis à longue portée, ils sont à couvert lourd. Donc, j'ai moins 1 à longue portée, moins 1 d'avoir avancé et moins 2 d'être dans la maison. Alors, techniquement, vous allez me dire, attends, s'ils touchent comme des humains, donc à 4, 5 ou 6, 5 plus, 6 plus, 7 plus, ils sont à 8 plus, c'est impossible sur un dé. En fait, pour moi, un 6 c'est toujours une réussite automatique, alors que le livre de règles peut vous dire, eh bien, il faut jeter une première fois à 6 et ensuite une autre fois à 4. Non, on n'est pas là non plus pour se faire des mathématiques, c'est déjà bien assez compliqué comme ça le jeu. Jouer en simplifié comme on fait depuis des années sur la chaîne YouTube. Bref, si je faisais des 6, je touchais. Voilà, point barre, c'est beaucoup plus simple de faire comme ça. C'est un peu plus facile, vous allez me dire, mais bon, ça reste un jet de dés, il faut pouvoir souffrir un petit peu quand même. Bref, je fais mes jets. Et incroyable, je fais 3-6 sur 10 tirs. C'est pas si mal en termes de stats.
Ce qui fait que je touche 3 fois des mecs qui sont à l'intérieur de la maison. Sauf que je dois faire après un jet de blessure. Mon arc est force 3 contre des figurines à endurance de 3, les arquebusiers impériaux. Il faut que je fasse 4, 5 ou 6, c'est une chance sur 2, c'est la même valeur. Et tout simplement, je vais faire 1, 3, 3. Complètement nul. En gros, je ne fais aucune réussite pour blesser, je ne fais aucune blessure. C'est dommage pour moi. Derrière après, mes autres Ungors qui, eux, peuvent tirer sur les demi-griffons qui sont en phase 2, c'est quasiment la seule figurine sur laquelle je peux tirer. Je fais à nouveau 6 touches, 3 touches à 6+, incroyable. Et je fais même, incroyable aussi, une blessure, alors que ce sont des demi-griffons. Les demi-griffons, c'est plus costaud que des humains. Je tire à force 3. Eux ont une endurance de 4. Je ne peux le blesser que sur 5 ou 6, et non pas 4, 5 ou 6. Et là, je blesse un demi-griffon. Incroyable. Sauf que ces gars-là sont en armure extrême. Ils ont l'armure la plus forte du jeu, c'est-à-dire la 1+, comme les massacres de cornes ou les cavaleries impériales. Et tout simplement, en fait, Neps doit jeter sur un 1+, c'est-à-dire si elle fait un 1, c'est un échec. Sur le reste, l'armure a encaissé le tir et pas vos PV. Et tout simplement, bien sûr qu'elle fait un énorme 6. Ça fait un énorme... Voilà, rien du tout, hein, ça encaisse complètement le tir. Et aucune blessure n'est faite à mon tour. C'est-à-dire que j'ai fait tout un tour sans rien faire en face. Je n'ai toujours pas de corps à corps. C'est donc la fin du premier tour. Donc voilà, j'ai essayé de décortiquer un petit peu rapidement tout ce qui est mouvement, magie et tir. Ça a duré un peu plus longtemps pour le premier tour, je suis désolé, mais c'est un petit peu comme une initiation. Donc je vais essayer d'aller un peu plus vite maintenant. Maintenant que vous avez les bases. Donc, tour 2 de l'Empire. Tour 2 de l'Empire, on commence avec les déclarations des charges. Et là, Neps est prudente, elle ne décide pas de charger le gros pack de Bestigor avec ses demi-griffons, même si elle aurait pu lui faire très très mal. En face, elle aurait pris très mal aussi. Ce qui fait qu'elle décide de reculer. Elle recule légèrement, elle ne fait pas de charge. Elle va temporiser en fait et faire à nouveau de la magie du tir tant qu'elle le peut. Donc, on passe la phase de charge, on passe la phase de ralliement et de mouvement obligatoire, on passe à la phase normale de mouvement. Elle fait donc reculer ses demi-griffons. Alors là aussi dans le livre de règles, il faut calculer le fait de retourner le régiment, avancer et retourner son régiment sur un test de commandement, etc. Ça ralentit le jeu, c'est assez chiant. Tout simplement, vous pouvez reculer un régiment entier en divisant par 2 son mouvement. Voilà. En gros, des humains qui avancent de 4 maximum sans faire de course, de marche forcée, peuvent reculer de 2 pas. C'est comme ça qu'on a toujours compté sur la chaîne. Et tout simplement, les demi-griffons, vu qu'ils peuvent avancer de 7 pas, elle les fait reculer de 3 pas et demi. Voilà, en restant bien focalisé et sur le même axe central, visible devant elle. Elle le fait reculer de 3 pas et demi. Tout simplement pour rendre la charge de mes Bestigor un tout petit peu plus dangereuse. Pour le reste, elle ne fait aucun autre mouvement, vu que ses troupes sont parfaitement placées pour encore encaisser un bon tour. Elle jette à nouveau la magie, pas de deuxième phase de son tour 2. La magie, 2 dés sont jetés, elle fait un double 2. Donc pas trop de dés, c'est pas trop mal, et aucun de nous ne fait de la canalisation. Elle ne gagne pas son dé gratuit par son ignobolis, parce que c'est un dé de dissipation, et pas un dé de pouvoir. Quand vous jetez des sorts, dé de pouvoir, quand vous tentez d'arrêter ceux de l'adversaire, dissipation. Elle fait 2 et 2, donc 4 dés pour elle. Elle va tenter d'abord à un seul dé l'héliobolis, elle commence par ça. Vu qu'elle n'a pas de bonus de magie dessus, elle tente le tout pour le tout. Elle gâche, on va dire, presque un dé, parce qu'il faut qu'elle fasse 5 ou 6. Elle vise mes Bestigor, qui, vu qu'ils ont avancé, sont parfaitement de flanc avec l'héliobolis maintenant. Et elle réussit son sort. Elle réussit son sort. Et là, moi, je réfléchis. J'ai que 2 dés. Déjà que je suis en infériorité par rapport à son sorcier, vu que c'est un niveau 2 et moins un niveau 1, je vais conserver mes dés et empêcher qu'elle fasse de la magie du feu. Tant pis, je me boufferai un laser de la magie de la lumière. Elle réussit donc son sort sur mes Bestigor. Et là, c'est simple. Son blast est à force 8. Et mes Bestigor sont en endurance de 4. Elle va toucher le premier, ça tire comme une balise, c'est-à-dire que ça traverse en ligne droite un rang ou une ligne, enfin une ligne ou une colonne. Là, c'est une ligne entière, elle peut me tuer 5 Bestigor d'un seul coup. La seule chose, c'est qu'il faut qu'elle fasse un jet à chaque Bestigor, parce qu'à chaque fois qu'elle en tuera un, la valeur de force baissera d'1 point. Donc force 8 pour le premier, sur endurance de 4, il ne faut pas qu'elle fasse de 1. Elle n'en fait pas, elle m'en tue un. On passe au deuxième, on passe à force 7, sur endurance de 4, c'est toujours du 1, qui est un échec, parce que c'est une force énorme, force 7, elle m'en tue encore un autre, et ensuite ça passe à force 6 sur endurance de 4, c'est encore que un 1 qui la ferait louper son blast, et là elle fait un 1, ce qui fait que le sort s'arrête, le troisième n'est pas mort, c'est un échec, et le blast s'arrête, il ne continue pas sans tracer, contrairement à un canon qui lui trace un trait entièrement meurtrier. On verra ça plus tard.
Tout simplement, il me fait 2 kills sur mes 20. C'est toujours agréable pour elle, en tout cas. Hein. C'est un gros éclair qui me traverse la tronche, un gros blast de lumière, quoi. Ensuite, il lui reste 3 dés, parce qu'elle en a utilisé qu'un seul sur sa réserve de 4, et elle va tenter un trait incandescent sur les Gors, le gros pack de Gors. Et c'est très bien pensé, parce que ce sort est utile plus il y a de rangs de 5 figurines. Donc c'est parfait, hein, pour Neps, c'est mon plus gros pack, là où il y a le plus de rangs, bien évidemment. Elle aurait pu faire sur le Ungor, mais elle peut gérer les Ungor au corps à corps. C'était pour le LOL d'aller passer sur cette bataille. Elle balance son sort, elle le réussit, elle fait un gros score. Moi, je n'ai que 2 dés pour tenter de la dissiper, plus mon niveau 1. Et c'est là, à mon tour, que sur 2 dés, je fais un double 6. Et ouais, je fais une très belle réussite. Je fais même une dissipation automatique. Rien ne me retourne dans la tronche, mais par contre, j'arrête son sort, quel que soit son score. Sauf si elle aussi, elle avait fait un double 6. Bref, la magie s'arrête là. On passe au tir. Nouvelle phase de tir, tour 2 des impériaux. Les arquebusiers tirent à nouveau sur les Gors. Ils ont toujours le malus de longue portée. Ils touchent quand même sur 14, 4 fois. Et sur un force 4, endurance 4, sur un 4, 5 ou 6, une chance sur 2, sur 4 dés, eh bien, elle me fait 3 morts. J'ai 3 gars qui tombent au sol, encore une fois, par les arquebusiers. Ça commence un petit peu à m'embêter. Ensuite, le canon qui voit parfaitement l'avant du régiment de Bestigor, eh bien, tire exactement comme tout à l'heure, 6 pas avant en termes d'estimation. Elle nous fait seulement un tout petit 2 d'avancer au premier jet, donc le boulet de canon avance un tout petit peu. Par contre, après, sur son deuxième jet, autrement dit la trace meurtrière qu'elle fait à partir de sa première estimation et de la légère avancée du premier jet, eh bien, elle fait un 10. Elle traverse complètement mon régiment de Bestigor. Elle en traverse 4. Et là, contrairement à la balise, le canon ne perd pas de force et ne s'arrête pas si vous faites un 1 pour toucher quelqu'un. Sauf si c'est un ogre ou quelque chose qui a plusieurs PV. Elle en touche 4. Elle ne fait aucun 1. Elle me décapite avec le ricochet de son canon 4 Bestigor. Ce qui fait très très mal. Là, j'ai perdu 4 figurines sur 16, sur 18, pardon. Donc je vais tester un petit peu ma panique, parce que dès qu'on perd 25% de ses troupes, eh bien on doit tester, à la magie ou au tir, on doit tester une panique, hein, comme si un de nos potes venait de se faire tuer. Et là, je fais un test et je fais 10. Sauf que 10, c'est très largement au-dessus du commandement 8 de ce régiment-là grâce au héros qui est dedans. Mais le héros qui est dedans est un grande bannière. Je peux le relancer, ce test manqué. Et à la relance, je fais un 3 et 1. Je fais 4, bien en dessous de 8. Je réussis à rester en faisant une grosse goutte quand même, hein, de peur. Toujours pas de corps à corps pour les impériaux. On passe au tour 2 des Zombettes. Tour 2 des Zombettes, je déclare une charge. Il faut que je fasse mon double 6 avec mes Bestigor pour faire 12, double 6, plus 5. C'est la valeur de mouvement de mes Bestigor. C'est la seule valeur que je dois faire pour arriver sur les demi-griffons. Si je la loupe, je la loupe. J'ai rien à perdre, de toute façon. Hein, si je la loupe, ben, tant pis pour moi. Mais au moins, voilà, j'aurais tenté. Il faut toujours appeler la chance quand vous jouez à Battle. Et tout simplement, je vais louper ma charge. Malheureusement, je ne ferai pas assez de réussite. C'est bien dommage pour moi. Donc, pour ce qui est de mes autres mouvements, parce que ma charge étant loupée, j'avance du plus gros de mes résultats sur mes 2 dés, et seulement de ça, j'ajoute pas mon mouvement. Je fais un 3 et un 4, donc j'avance de 4 tout petits pas géniaux, hein, on va pas se mentir, j'avance très très peu. Donc ça me place très mal avec les demi-griffons qui vont être parfaits pour me tirer dessus. Derrière après, j'avance mes Ungor en plein centre de la ligne. Ils ont un gros pack d'albardiers à aller taper et vont mourir pour ça, très certainement. Et ensuite, c'est les Gors qui, eux, s'avancent en direction de l'Héliobolis, qui s'était avancé légèrement au tour d'avant. Il a le droit de le faire. Il peut faire un mouvement et sa magie. Bref, on vient se mettre un peu de stress l'un et l'autre en face. On commence à arriver à portée de charge. Mais ces demi-griffons me font trop peur. Ces demi-griffons me font beaucoup trop peur. Là, mes Bestigors sont affaiblis. Même si j'ai encore du répondant, je vais gagner du temps à mon tour. Et là, en fait, pour faire ça, je vais tenter une réorientation. Comment on fait? C'est simple. J'ai des tirailleurs, Ungor, qui vont, ça là, on va pas se mentir, pour mourir, hein, littéralement. En gros, j'avance déjà mes Ungor dans la taverne sur mon flanc gauche pour que eux aussi aient le bonus de protection du bâtiment et voient à 360 degrés. Je les fais aller dans le bâtiment. Parfait pour moi, je vois maintenant quasiment tout le champ de bataille. Et ensuite, mes autres Ungor qui sont à côté de mes Bestigor vont mourir pour la cause. En gros, je les mets devant mon régiment de Bestigor, alignés sur un axe différent.
Comme vous le voyez, je fais un espèce de V décalé pour que les demi-griffons ne puissent plus atteindre mes bestigors. Ils sont obligés de passer par le Hungor. Sauf que lorsque vous chargez, vous vous alignez par rapport au régiment adverse. Et c'est ça qui va être intéressant. J'avance mes Hungor pour que lorsque les demi-griffons vont me charger, ils s'alignent avec les Hungor et pas avec les bestigors. Je réoriente en fait leur axe de vue. En fait, vous canalisez la charge de la créature qui vous tape dessus. Et tout simplement, en faisant ça, les Hungor vont très certainement mourir, parce que c'est des demi-griffons en face, hein, c'est super fort, mais leur sacrifice va permettre à mes bestigors de voir les demi-griffons, peut-être de flanc. Et ça peut être extrêmement intéressant. Donc voilà pour ma phase de mouvement. Je ne peux pas bouger mes bestigors parce qu'ils ont loupé leur charge. Et oui, c'est malheureux, mais c'est comme ça. À la magie, je jette et je fais encore un énorme score. Je fais 6 et 5, c'est terrible. Et il y a le dé gratuit de dissipation de Neps grâce à son hélioboliste et aucune canalisation. Encore une fois, je vais tenter à 6 dés de jeter mon sort sur mes propres gores, c'est-à-dire mon chaman va jeter le sortilège de puissance en force et en endurance sur le régiment où il est lui-même. Et là, je vais faire un double 6. C'est-à-dire sur 6 dés, je vais à un moment faire double 6. Quoi qu'il arrive en face, Neps ne peut plus me dissiper. C'est un pouvoir irrésistible. Mon sorcier puise beaucoup trop dans le chaos, dans les vents de magie, pour lancer son sort. Je réussis mon sort automatiquement. Le seul problème, c'est que le chaos me punit. Je vais faire un score de 8 de mémoire. C'est-à-dire que tous ceux qui sont des sorciers dans mon armée vont se prendre un énorme mal de crâne et saigner du nez, vont perdre un PV en fait sur un résultat de 2 ou plus. Et mon sorcier va perdre un PV directement. Mon sorcier, donc mon général, hein, n'a plus qu'un seul PV à ce moment-là de la partie, parce que il puise trop dans son énergie vitale. Derrière après, on passe à la phase de tir. Mes Hungor qui sont dans la taverne, non seulement picolent un peu, mais en plus peuvent tirer sur l'héliobolus qui est juste devant eux. Ils tirent dessus, font 5 touches, parce que là, je n'ai plus le malus de portée longue, etc. Je suis devant, littéralement. Je fais 5 touches. Je fais une blessure parce que c'est quand même dur à blesser un char comme ça a une endurance de 5, alors que j'ai une petite force de 3, il faut que je fasse un 6 pour le blesser. Je vais réussir mon 6, incroyable. Et derrière, Neps n'arrivera pas à protéger son PV. Malheureusement, elle va perdre un petit PV. Il a une valeur d'armure qui n'est pas géniale, c'est une 5 ou 6, elle ne le passe pas. Par contre, après, c'est aussi un char magique qui donne une protection invulnérable. Même si c'est un boulet de canon qui la frappe, elle aura quand même une chance derrière de rattraper cette armure loupée avec un 6 tout court. En gros, il émane d'une énergie de la lumière qui vous protège de quasiment n'importe quoi, mais seulement sur un 6, que ce soit le char ou les troupes à 6 pas alliées. Donc les arquebusiers aussi ont cette protection. Bon, je touche le char, et elle ne fait pas son invulnérable de 6, elle perd un petit PV. Ça m'arrange, hein, moi pour moi. Donc voilà pour ce qui est de ma phase, parce qu'il n'y a pas de corps à corps. C'est la fin du tour 2, on va arriver au tour 3, et c'est très souvent à ce moment-là de la game que commencent les corps à corps. Donc tour 3 des impériaux. On débute la phase de mouvement par la déclaration des charges. Rappelez-vous, c'est le tout début du jeu à chaque tour. Et là, c'est parti. Neps déclare la charge des demi-griffons sur les Hungor. J'ai 3 réactions possibles. Maintenir ma position et tirer si je suis tireur. Et si je ne suis pas trop près de l'ennemi, malheureusement, je suis beaucoup trop près pour faire ça. Ou m'enfuir. Je pourrais m'enfuir. Je pourrais décider de sauver mes Hungor en tentant de leur faire s'enfuir. Le souci, c'est que si je m'enfuis, leur réorientation ne sert à rien. Car lorsque une de vos cibles s'enfuit, vous pouvez, sur un test de commandement, réorienter votre charge vers une figurine visible devant vous. Et donc, charger mes bestigors, ce que je ne veux pas. Donc, j'envoie au sacrifice mes Hungor, ils ne bougent pas, et ils vont se prendre de plein fouet la charge des demi-griffons. Derrière après, elle jette 3 dés et garde les 2 plus grands et ajoute son mouvement. Elle avait un mouvement ridicule à faire, c'était ce qu'on appelle une charge automatique. Sa portée de base est 7, plus 3 dés les 2 plus grands. Elle était à 4 pas ou 5 pas, elle réussit automatiquement sa charge. Mais elle jetait les dés pour apprendre, tout simplement. Ensuite, pour le reste, elle ne fait aucune charge. Elle ne fait aucune charge. Elle tempère tout à fait ce qu'il faut faire. Elle essaie de réfléchir, est-ce que je recule mon héliobolus ou pas, etc. Non, elle ne s'embête pas avec ça. Elle décide de maintenir sa position et d'encaisser ce qui va lui arriver sur la tronche. À la magie, Neps jette ses 2 dés et c'est à son tour maintenant de faire un 6 et 4. Aïe aïe aïe, et en plus, comme si ça suffisait pas, elle canalise avec son sorcier. Elle a donc 11 dés, 6 et 4 plus 1 avec la canalisation de son sorcier. Et moi, je tente de canaliser, je loupe bien sûr, je n'ai que 6 dés pour la dissiper. Donc en tout premier lieu, elle va tenter l'héliobolus sur mes bestigors, exactement comme elle a fait au tour d'avant. Elle ne teste pas à 1 dé, mais 2. Elle va réussir son sort.
Elle va atteindre le 5 ou plus avec ses 2 dés. Moi, je tente de dissiper, bien sûr, parce que j'ai assez de dés, j'en ai quand même 6. Je vais prendre 2 dés aussi, parce que moi, je dissipe, mais avec un +1. Je dissipe avec mon sorcier. Elle, elle n'a pas son +2 parce que c'est son objet de sort qui jette et pas son sorcier. Et à ma dissipation, je fais un double 1. Donc en gros, je foire complètement ma dissipation, c'est parfait. Mon sorcier ayant loupé une dissipation ne peut plus tenter de dissiper pendant ce tour, donc j'ai plus mon bonus de 1. C'est génial, c'est vraiment génial tout ce qui se passe. Et elle va me tuer à nouveau 2 bestigores de plus en faisant son petit blast sur le côté. Et pareil, au troisième, me faire un nouveau 1-1 pour arrêter de tuer mes troupes. Merci beaucoup, c'est gentil. Ensuite, elle va tenter de faire son +1 pour blesser, donc son épée ardente de ruine sur mes arquebusiers. Et là, tout simplement, elle va réussir son sort. Mais ce coup-là, je vais réussir à dissiper automatiquement, ce qui fait que je fais un double 1 avant et un double 6 après avec 4 dés. Je n'ai plus de dés de dissipation, j'ai plus rien pour dissiper. J'ai arrêté au moins son deuxième sort, ce qui fait que son troisième sort qu'elle va tenter a 5 dés, elle a encore beaucoup de dés en réserve. Son trait incandescent est refait sur les gores, c'est-à-dire la ligne de feu, plus tu as de rang, plus tu souffres. Et va réussir son sort et elle va me faire 11 touches et seulement me tuer 2 gores, je m'en sors plutôt bien. 11 touches à 4+, elle aurait dû m'en tuer 6, voire 5, et elle m'en tue que 2, je m'en sors très très bien pour ce sort-là. Donc après, on passe à la phase de tir, bien évidemment. La phase de tir, le canon tente de tirer sur le flanc des gores. Elle se met à 6 pas devant, exactement comme elle avait fait tout à l'heure. Ce coup-là, par contre, son premier jet fait un incident. Et là, c'est dangereux, votre canon peut exploser. En gros, vous faites un incident sur le premier jet, eh bien, vous jetez un des 6. Si vous faites 1 ou 2, votre canon explose. Si vous faites 3 ou 4, il y a un enrayement et il ne peut pas tirer à ce moment du tour et au tour prochain. Donc ça fait 2 tours sans tirer. Et si vous faites un 5 ou 6, ça va, c'est juste un petit grip et vous pourrez retirer normalement au prochain tour, mais louper ce premier tour-là. Et tout simplement, en fait, elle va faire un incident. 6, heureusement pour elle, elle n'aura quasiment pas de dégâts sur son canon. Juste, elle va louper ce sort-là, ce canon-là. Ce canon va tirer, mais tirer à côté. Ensuite, c'est les arquebusiers qui vont tirer sur les gores, et là, ils sont à portée courte, c'est-à-dire qu'ils touchent sur 4, 5 ou 6. Elle a 14 tirs, elle fait 10 touches sur 14. Ça fait très très mal, mais derrière, j'ai encore beaucoup de chance. Elle ne me fait que 2 morts, alors qu'elle me tue des gars sur 4, 5 ou 6 sur 10 tirs. Elle aurait dû m'en faire 5 de morts, elle ne m'en fait que 2. C'est chaud patate. Bon, derrière, c'est le premier corps à corps. Le premier corps à corps de la game, c'est les demi-griffons contre des Ungors. Alors, les Ungors, c'est assez terrible. Ils ont une capacité de combat de 3. Les chevaliers demi-griffons ont une capacité de combat de 4. Elle va me toucher sur 4. Elle va me toucher sur 3. Je vais la toucher sur 4. 3, 4, 5 ou 6 pour elle. 4, 5 ou 6 pour moi. On garde pour l'initiative, c'est-à-dire la valeur I de votre figurine. On a quasiment la même, je crois, sauf peut-être les demi-poulets qui avancent un peu plus vite, si je me souviens bien. Et en fait, c'est simple. Chacune des figurines possède un nombre d'attaques. Et celles qui sont au contact, socle à socle, peuvent jeter leurs attaques intégrales. C'est simple, tout le monde chez elle peut toucher toutes mes figurines. Elle va taper un peu avant avec ses petits poulets. Donc elle va m'exploser 7 gores avec ses 9 attaques de demi-griffon. Donc on voit quand même que c'est létal, hein, on va pas se mentir. Et ensuite, les chevaliers vont tenter de frapper et ne vont rien faire. Ils vont louper toutes leurs touches, c'est bien dommage. Alors qu'ils ont une 3+, elle fait beaucoup de 1 et de 2, c'est dommage pour elle. J'ai mes 3 derniers gores qui vont tenter de taper un poulet, bien sûr. Et mes 3 derniers gores vont enlever un PV. Incroyable, je vais toucher à 4+, je vais blesser à 5+, et elle va louper son armure à 1+. Elle va faire un 1, qui est toujours un échec à l'armure, et elle va perdre un PV. Les Ungors ne sont pas finis, et tout simplement, pour finir, c'est une règle de cavalerie monstrueuse. À la fin du corps à corps, en frappe toujours en dernier, c'est le nom de la règle, ils ont un piétinement, c'est-à-dire, si vous êtes au contact, vous prenez, et que vous êtes une infanterie, vous prenez un coup de patte final du combat, et elle me tuera 2 gores de plus, 2 Ungors de plus, c'est-à-dire qu'il en restera un. Un tout seul, tout paumé, tout perdu, contre les demi-griffons qui sont quasiment full PV, sauf moins 1 PV. Ils ont 3 PV chacun, les demi-griffons, hein, c'est assez chaud pour moi. Et je vais faire un double 1. Double 1, en gros, c'est simple. Au test de commandement, j'avais perdu complètement le combat. J'ai perdu
9 personnes, donc j'ai moins 9. Je lui ai enlevé un seul PV, donc j'ai gagné de un petit point de moins, c'est-à-dire moins 8. Elle m'avait chargé, ça lui fait un bonus encore, donc moins 9. Elle avait une bannière, encore moins 1, ça fait moins 10. Mon commandement étant de 6, je crois. 6 moins 10, on est à 0, hein, on ne descend pas en négatif. Il fallait que je fasse ce qu'on appelle un courage insensé. Sur mon test de commandement, il fallait que je fasse un double 1. Je le jette une première fois, je fais un 8, je crois de mémoire. Mais ma grande bannière étant juste à côté, j'avais le droit de le relancer. Je rejette et je fais un 1, 1, double 1. Quel que soit votre malus, moins 10, moins 20, moins 40, eh bien, votre courage est insensé. Dernier Ungor reste au combat. Incroyable. Mon dernier Ungor va décider de mourir pour la cause, mais tank suffisamment les demi-griffons pour laisser une occasion à mes bestigors. Donc en gros, mon plan se passe du meilleur possible que je pouvais faire. Le Ungor a tanké même, parce que s'il serait mort, les demi-griffons se seraient reformés face aux bestigors ou auraient tenté de percer ma ligne, de faire une charge irrésistible et d'aller en ligne droite devant eux, de 3D, les deux plus grands. Donc ils auraient pu sortir de mon axe de vue. Là, en fait, c'est quasiment le meilleur qui se passe pour moi. Donc, c'est mon tour 3 maintenant, vu que je n'ai pas d'autre corps à corps. Mon tour 3, c'est la contre-charge des bestigors. Bon, heureusement pour Neps, j'avais un petit peu mal placé mes Ungors quand même. Je les charge de front, hein, tout simplement. Et je fais également une charge de mes corps sur l'héliobolis de Is, sur le char. Hein. Il faut toujours charger un char et non pas se faire charger par un char. Et je tente même, allez, soyons fous, une charge de mes Ungors lanciers sur les halbardiers qui sont devant. Seule petite chose quand tu fais ça, quand tu charges une unité mère, hein, rappelez-vous, je l'avais dit dans le déploiement, l'unité mère des impériaux, leur détachement a le droit de faire des contre-charges. Si c'est une unité de corps à corps, il attend que tu vas encaisser l'unité mère pour venir te planter de flanc. Si c'est une unité de tireur, elle va te tirer gratuitement dessus. Et j'ai de la chance, Neps ne me fait qu'un seul mort sur 14 tirs. Mais le pire pour moi, c'est que je loupe ma charge. C'est ça qui est vraiment pourri. Je vais en fait louper ma charge à ce moment-là. C'est terrible pour moi. C'est vraiment complètement naze. Donc, je loupe ma charge avec mes Ungors. Par contre, mes Gors et mes Bestigors réussissent la leur. En mouvement, je n'ai plus rien parce que je ne bouge pas mes Ungors. Je passe à ma phase de magie. Ma phase de magie, je fais un 2 et 1. Elle a un dé de gratuit grâce à l'héliobolis. Donc, on est à 3-3 chacun. Je tente mon puissant en force et en endurance sur mes Gors qui vont affronter bientôt l'héliobolis. Je me loupe. Alors, je réussis, mais elle me dissipe. Bref, ça tourne un peu en rond. Pour ce qui est des tirs, les Ungors vont tirer dans la maison où il y a les arquebusiers. Ils vont s'envoyer des flèches d'unité de couvert à unité de couvert. Je ne ferai rien. Ce coup-là, je loupe toutes mes touches. Pour ce qui est par contre des corps à corps, là, c'est plus la même. Là, c'est plus vraiment la même. Les corps à corps, l'héliobolis de Is contre les Gors, c'est pas si facile. Je touche avec au moins 4 figurines, je crois, de mémoire. Donc, je fais mes tests. Je touche plutôt bien avec des Gors contre des humains. Je touche à 3+. C'est quand même pas mal. Mon chaman n'est pas au contact, donc il ne peut pas se prendre une petite latte dans la tronche. Derrière après, avec 2 attaques par figurine, parce que j'ai 2 armes de base avec ces Gors-là, je fais donc mes 4 figurines de devant, c'est-à-dire 2, 4, 6 et 8 dés, plus les 4 figurines derrière, mais qui ne peuvent amener qu'une seule attaque de soutien. C'est la règle de la V8, c'est-à-dire 8 plus 4, 12 attaques. 12 attaques contre de l'humain, c'est quand même vraiment pas mal. Je jette mes dés, je dois faire 3 ou plus pour toucher les humains du char. Je fais de très bonnes réussites. En plus, les hommes-bêtes disposent de règles spéciales qui leur permettent de relancer leur premier test contre des humains. C'est la règle de N contre les humains. Et je vais faire 11 touches sur 12. 11 touches sur 12 grâce à la relance, c'est vraiment pas mal du tout. Et derrière après, pour tenter de blesser, eh bien, il faut faire du 6 parce que j'ai qu'une petite force de 3 quand même, hein, même si je suis assez endurant. Je tape pas assez fort pour inquiéter, on va dire, véritablement l'héliobolis. Et malgré le fait, sur 11 dés, je vais faire 6 blessures quand même. Je vais faire, 2 blessures. Je vais faire 2 blessures. Et il y en a une qui sera tankée par l'armure. Donc l'héliobolis, avec toutes les attaques que je lui balance, je lui enlèverai qu'un seul PV. Et comble du plaisir, il y a 2 apprentis sur le char et 2 chevaux. C'est les 4 seules attaques qu'ils peuvent faire parce qu'il y a 2 attaques pour les humains qui n'ont qu'une seule attaque chacun et une seule attaque pour les poneys. Donc 2 poneys, 2 attaques. Ça fait 4 dés. Et là, Neb va s'énerver parce que les poneys ne feront rien. Mais alors, les 2 gars dans le char qui sont des pauvres abrutis de stagiaires du collège de la lumière vont me mettre 2 coups de bâton et me tuer 2 Gors.
Punk. Ah, c'est littéralement ça. Elle me fait plutôt mal quand même, hein, c'était intéressant. Ce qui fait que j'ai perdu 2 gore et je lui ai tué 1 PV. Je lui ai enlevé 1 PV. Donc là, on calcule le résultat de combat. C'est comme ça que ça marche. Je charge un point de combat. J'ai une bannière, un autre point de combat. J'ai 2 rangs au-delà du premier de plus de 5 figurines. Donc, je calcule, ça me fait charge, bannière, 2 rangs et le PV enlevé. Ça me fait gagner de 5 points. Elle, de son côté, elle m'a tué 2 gars. Donc, elle a marqué 2 points. Je descends à 3 points en soustrayant les 2 qu'elle avait, elle. Je gagne de 3 points. Voilà, elle n'a pas de bannière, elle n'a pas de rang. C'est ce qui est un peu dangereux avec les figurines uniques. Ce qui fait qu'elle perd de 3. Elle doit faire un test de commandement à -3. Son commandement étant, avec son sorcier à côté, seulement de 8, je crois, 7 ou 8. Sur 2D, elle va pas réussir ce test. Elle va tenter de le relancer parce que la grande bannière est à portée, mais elle va le louper une 2e fois et elle va s'enfuir. Malheureusement, tu loupes tes jets, tu es démoralisé, tu t'enfuis. Je vais tenter de la poursuivre et je vais louper ma poursuite, c'est-à-dire que le char s'enfuit au loin, mais va rester hors de portée. Donc derrière après, le test de panique des arquebusiers qui sont juste à côté, hein, qui voient justement leur Héliopolis être démoralisé et s'enfuir. Ils se disent « Oh là là, c'est peut-être un peu dangereux ». Et les arquebusiers donc testent avec la règle des capitaines de l'Empire parce que leur unité mère possède le héros dedans. Et oui, hein, c'est toute une mécanique comme ça de buff et de boost dans les impériaux. Ils testent à commandement 7 relançable, à 3D les 2 plus petits, bah oui, parce qu'ils ont une règle de capitaine spécial qui est dans l'unité mère à côté, et elle va louper 2 fois. Elle va louper 2 fois, malheureusement, et elle va s'enfuir avec ses arquebusiers. Et ça m'arrange carrément. Les arquebusiers s'enfuient avec le général, avec le mage, et heureusement pour elle, et tant pis pour moi, elle ne sort pas de la table. Elle reste vraiment à la limite. Mais c'est bien joué. On va dire c'est bien joué de ma part. Petite panique déclenchée sur son flanc droit. Son flanc droit s'écroule, en gros, à ce moment-là. Par contre, son flanc gauche. Alors, son flanc gauche, c'est des bestigors qui frappent très fort avec un héros grande bannière contre des demi-griffons et un Ungor. Attention, c'est important. Bon, c'est très très simple, hein. Mes bestigors possèdent des armes lourdes. Ils vont frapper en dernier, malheureusement pour moi. Autrement dit, elle va pouvoir me mettre le plus de dégâts possible dans mes troupes. Et ça, ça va faire un petit peu dangereux, hein, on va pas se mentir. En gros, elle va viser ma grande bannière parce qu'elle est au contact de elle avec quelques-unes de ses figurines, elle peut taper dessus. Elle va m'enlever un PV et elle va me tuer un bestigore seulement avec les demi-poulets. Ensuite, le Ungor va mourir, hein, bien sûr, avant même de faire quoi que ce soit. Et derrière, les chevaliers qui sont sur les demi-griffons vont réussir à me tuer ma grande bannière et un autre bestigore. Et ça m'arrange pas du tout. Pour finir, les piétinements des créatures qui frappent en même temps que les armes lourdes de mes bestigors, parce que c'est tous les 2 frappent toujours en dernier. Quelle que soit notre initiative, on frappera en dernier sur l'attaque de piétinement de la cavalerie monstrueuse ou les armes lourdes. Elle me tue 2 bestigors. Et mes bestigors vont enlever 3 PV au demi-griffon. Donc je vais tuer celui qui est à 2 PV et en blesser un autre à 1 PV. Elle passe quand même, hein, je précise, 5 armures. Sinon, je lui ai enlevé 5, 7, 8, je lui ai enlevé 8 PV. Hein. Je fais 8 blessures, mais elle en sauvegarde 5. Ça fait quand même mal. Bref, les bestigors, au calcul de combat, alors qu'ils ont chargé, qu'ils ont une bannière, eh bien, ils ont pris trop de dégâts dans la tronche. J'ai perdu mon Ungor. Je n'ai tué que 3 PV dans les demi-griffons. Donc finalement, j'ai marqué 3 plus ma charge et plus un rang, je crois. J'ai marqué que 5 PV, que 5 points. Mais elle, rien qu'aux dégâts qu'elle m'a mis, elle me fait perdre le combat. Je teste avec -1 ou -2, je crois de mémoire, je ne sais plus exactement. Et je fais un double 6. J'ai plus ma grande bannière, elle est morte, donc j'ai plus le droit de jeter. Double 6, j'ai toujours un échec, hein, dans un test de commandement. Ce qui fait que je m'enfuis. Mes bestigors, je peux pas les contrôler, ils s'enfuient à contre-courant par rapport aux demi-griffons. Alors que c'est moi qui ai chargé, ils sont refoulés par les demi-griffons. Et là, les demi-griffons décident de poursuivre. Et vu que moi, je suis une infanterie et eux de la cavalerie, je jette 2 dés, je le vois à ma distance. Elle jette 3 dés et garde les 2 plus grands. Si elle fait égal ou plus à moi, elle me mange le régiment en fuite. Et elle va réussir à ce moment-là. Elle va me bouffer mes bestigors. Les demi-griffons ont nettoyé leur flanc. Ils ont tué un régiment d'Ungor et le régiment de bestigors avec la grande bannière. C'est très bien joué de la part de Neps.
Donc c'est la fin de mon tour 3 qui se passe pas si bien que ça sur la moitié de la partie, on va pas se mentir. On passe au tour 4 des impériaux. Nouveau tour, tour 4 des impériaux, déclaration des charges. Et là, je vais aller un peu plus vite maintenant que vous avez quelques mécaniques comprises. Les halbardiers chargent les Ungors, c'est gratuit pour eux, hein, littéralement. Pour ce qui est de la phase de charge, ensuite on passe à la phase de ralliement. Et là, Neps arrive à rallier l'Héliobolis grâce à son test de commandement réussi à 2D. Et elle réussit également ses arquebusiers avec son sorcier. Vraiment bien joué. Bon, quand tu réussis un test de commandement en ralliement, tu te reformes simplement et tu n'as pas le droit de bouger, sauf si tu es cavalerie légère et que tu t'es enfui par rapport à une charge. Aucun n'a dans ce cas, donc tout simplement, ils se retournent et ne peuvent pas bouger. Tu peux faire de la magie, mais tu peux pas tirer quand tu as eu une panique. Donc les arquebusiers pourront pas tirer à ce tour-là, mais son sorcier revient dans la game. C'est ce qui ne me va pas, hein, si vous préférez. Ensuite, en termes de mouvement classique, elle fait une marche forcée, elle fait une grande boucle, une grande roue avec ses demi-griffons pour se rapprocher tout simplement du combat et de la zone de combat. À la magie, elle fait un 6 et 2, aucune canalisation ne sont faites. Elle tente l'Héliobolis qui s'est rallié et qui fait donc faire sa magie sur les gores qui sont droit devant eux, droit devant ce char, parce que voilà, hein, il s'est enfui, il est sorti du corps à corps, donc il n'a pas été rattrapé, lui. Elle loupe son sort, malheureusement. Ensuite, elle tente l'épée ardente de ruine, donc de booster non plus les tirs parce qu'elle ne peut pas tirer, mais les halbardiers qui sont à côté. Elle le jette à 3D. Je le laisse passer parce que j'ai pas assez de dés pour la dissiper. Je veux surtout pas qu'elle fasse son trait incandescent sur mes gores. Tant pis, c'est mes gores, ils crèveront, hein, ils sont là pour ça aussi. Elle passe son sort et donc ces halbardiers ont plus 1 pour me blesser, ce qui va les rendre terrifiants contre des Ungors. Et enfin, elle balance le trait incandescent, la mini boule de feu dans mes gores. Et là, j'ai suffisamment de dés pour la dissiper alors qu'elle a réussi son sort. Sans irrésistible, bien sûr. Pour ce qui est des tirs, elle tire en direction des gores. Elle tire en direction des gores et elle va réussir son tir, mais elle va mettre un tout petit peu trop de poudre. En fait, son estimation va aller de l'autre côté du régiment de Gore et va toucher les Ungors qui sont dans la taverne. Et là, c'est une arme de gabarit parce que le trait qui est tracé par le boulet de canon est déclaré comme gabarit sur le livre de règles. Quand vous tirez avec un gabarit de catapulte, gabarit de lance-flamme, gabarit de canon, sur un bâtiment, eh bien, les bâtiments, c'est un des 6 touches gratos dans l'unité qui est dans le bâtiment. Parfois, c'est moins meurtrier qu'on pourrait imaginer. Bref, elle arrive, en touchant la maison, à me décapiter un Ungor seulement. Sur un des 6, elle fait 2, malheureusement. Et même fait un 1 pour me blesser derrière, à force 10. Donc, un seul mort dans les Ungor alors qu'elle me tire au canon dessus, ça va, je m'en sors plutôt bien. Elle ne peut pas tirer avec ses arquebusiers. On passe donc à la phase de corps à corps. Bon, la phase de corps à corps, elle est très très simple. C'est 30 halbardiers, enfin 29 halbardiers et un héros contre 20 gors. 20 Ungor, pas des gors. Bon, il ne va pas y avoir vraiment de négociation à faire. Déjà, le capitaine va taper et va rien faire. Voilà, le capitaine ne fait rien, c'est plutôt un buffer et pas trop un gros combattant, le capitaine impérial. Et derrière, les halbardiers vont tuer 5 gors pour 10 attaques. On accepte, il n'y a pas de souci. Derrière, après, par contre, c'est les gors qui attaquent, les Ungors qui renvoient leurs attaques. Ils ont quand même 15 attaques, ils ont des lances. Ils frappent du mieux qu'ils peuvent et vont malheureusement ne tuer que 2 halbardiers. On calcule le résultat de combat. Elle a plus de rang que moi. Elle a une bannière, elle a une grande bannière. Elle m'a fait plus de morts. Bref, je perds complètement le combat. Je dois faire un test à -5, je crois, ou -4. Je dois faire seulement un double 1 pour pouvoir rester. Bien entendu, j'échoue mon double 1 sur 2D. Je vais me retourner, jeter 2D pour m'enfuir. Elle va jeter 2D pour me poursuivre. Et je m'enfuis de 7 et elle me poursuit de 8. Elle me bouffe le régiment et avance ces halbardiers qui ont percé ma ligne là aussi. Autrement dit, il me reste plus que 2 régiments sur 5 à la fin du 4e tour impérial. C'est la panique. Donc on passe au tour 4 des hommes bêtes. Tour 4 des hommes bêtes, je recommence à charger l'Héliobolis avec mes gors. Parce qu'il va peut-être falloir que je lui tue au moins un régiment, sinon c'est pas drôle, hein, bien sûr, de mon côté. À la magie, je ne fais pas d'autres mouvements parce que mes Ungors sont dans la taverne. À la magie, je fais 2 x 3, donc j'ai 6 dés. Et elle n'en a que 3 pour dissiper, mais elle a l'Héliobolis toujours en vie, donc elle en gagne un gratuit, donc elle en a 4. Et tout simplement, je vais tenter encore mon plus 1 en force et en endurance sur mes gors, hein, qui sont au contact avec l'Héliobolis. Et ce coup-là, avec mes 6 dés jetés, je vais faire un irrésistible. Je vais à nouveau faire un double 6. Et là, je fais un irrésistible, non pas 8 comme tout à l'heure où ça fait saigner du nez mon personnage. Non. Je fais un 5. C'est-à-dire que je vais décharger de l'énergie des vents de magie limite du chaos, débridé, au milieu de mon régiment. Voilà, mon gars, en fait, il explose, tout simplement.
je vais me prendre une touche de force 10 dans la tronche, et tous ceux qui sont sous un petit gabarit vont également se prendre une force 10 dans la tronche. Aïe. Voilà, en gros, j'explose, littéralement. Mon chaman meurt, bien entendu, et emporte avec lui 4 gores, et ne va rien faire à l'héliobolis, bien sûr. Non, ce n'est pas drôle, bien évidemment. Donc ma magie s'arrête là, mais mon sort est passé, hein, mon sort est passé. Ouh, génial. C'est bien dommage pour moi. Donc on passe au tir, mes Ungors vont tirer sur les halbardiers qui viennent d'exploser les Ungors de l'autre côté. Je vais rien faire. En fait, je réussis une blessure, mais la toute petite armure de 6+, que possèdent ces gars-là, qui n'est même pas une armure magique, hein, juste une armure classique, sur un 6, elle sauve son gars, elle jette, elle fait un 6. Bien sûr. Ah, on balance plein de flèches, mais ça sert à rien. C'est pas Marie-Camille qui joue les Ungors, ça se voit tout de suite. Même si j'ai quand même fait un beau double 1 contre des demi-griffons, je vais pas me plaindre. Derrière, après, c'est le corps à corps de l'héliobolis contre les gores. C'est simple. C'est très simple. Les gores, alors qu'ils ont plus en force et en endurance, ne vont rien faire. L'héliobolis ne va rien faire. Les gores ont chargé et ont une bannière et ont un rang de plus que l'héliobolis. Ils ont plus 3. L'héliobolis va tester à moins 3. Il a un commandement 7, donc il doit faire 5 ou moins à 2D. Et Neps fera 3. Son héliobolis va tanker la charge des gores boostés à la magie. C'est assez surprenant pour qu'on en parle. Voilà, quand même. Donc, la fin du tour 4 est ainsi. On est un peu bloqué, malheureusement. Donc, on passe la fin du tour 4, pardon, est ainsi. On est un peu bloqué. J'arrive même pas à arracher un héliobolis au corps à corps, quand même. C'est assez impressionnant, alors que c'est moi qui le charge 2 fois. On passe au tour 5. Tour 5 de l'Empire. Mouvement, hein, les halbardiers et les demi-griffons se rabattent au plus possible des derniers survivants bêtes pour les exterminer une bonne fois pour toutes. Pour ce qui est de la magie, elle fait un 6 et 1. Elle tente l'épée ardente de ruine sur l'héliobolis, parce qu'il faut bien qu'elle le booste, vu qu'en face, ils sont boostés à la magie aussi. Elle réussit son sort, mais moi, derrière, après, je réussis avec tous les dés possibles une dissipation automatique. Et derrière, elle tente un petit trait incandescent sur les Ungors qui sont dans la taverne, mais ne fera aucun mort, malheureusement, malgré le fait que je ne pouvais pas la dissiper, vu que j'ai utilisé tous mes dés avant. Pour ce qui est des tirs, les arquebusiers qui peuvent maintenant tirer, alors qu'ils n'ont pas fait de mouvement, tirent dans les Ungors, dans la maison, et... sur 14 tirs, me font 6 touches et me tuent 5 Ungors. Alors qu'elle a tous les malus du monde pour me tirer dessus. Non, elle m'en décapite 5. Elle m'en booste, enfin, elle m'en blast 5, c'est-à-dire qu'il en reste que 4, je crois, de mémoire, de mes Ungors dans la taverne. Ça fait ultra mal, hein. Franchement, ça fait super mal. Par contre, derrière, après, je réussis mon test de panique de mes Ungors. Donc c'est chaud patate, mais je réussis à tenir. Enfin, son canon va tirer en direction des 4 derniers gores pour tenter de faire un 4 et les décapiter tous. Et elle fait un nouvel incident de tir avec son canon. Elle tire, et ce coup-là, elle fait un incident 1 et son canon explose. Le canon est détruit, il explose dans la baraque. Ouais, j'ai fait un kill! Enfin, elle s'est tuée toute seule, hein, on va pas se mentir. Son canon est détruit par cet incident. Lorsqu'elle fait le premier jet, elle fait un incident, elle fait un 1 derrière. Terrible. Et c'est là que le petit plaisir entre en compte, parce que le régiment d'arquebusiers et son sorcier est à 6 pas d'une unité qui vient de mourir. Ils font un test de panique, comme moi j'ai fait au tout début de la game avec mes Vestigor et en voyant le char détruit. Et ils vont louper. Ils vont louper leur test de panique. Ils vont louper leur test de commandement à 7 ou moins à 2D. Ils s'enfuient à l'opposé de la créature qui vient d'être détruite ou de la machine de guerre qui vient d'être détruite. Et ils sortent de la table. Et j'empoche les points. Et là, c'est une énorme victoire de ma part parce que j'empoche les points de son général, de ses arquebusiers et les points du canon. Retournement de game à ce moment-là. Fin du corps à corps, fin de la phase, fin du tour 5 des Impériaux, c'est le corps à corps. Les gores contre l'héliobolis. Les gores vont enlever 3 PV à l'héliobolis et vont enlever 2 PV à l'héliobolis. Il va ne en rester qu'un seul. Je ne vais avoir aucun dommage dans mes troupes. Et c'est enfin à ce moment-là que l'héliobolis va sortir de table de panique. Hein. Lui aussi, il va être démoralisé au corps à corps, va louper son test, va sortir de la table. Et moi, je le poursuis pour éviter de me prendre ce qui arrive dans le dos. Et en le poursuivant, je le rattrape et même je sors de la table. Mais vu que c'est moi qui est sorti de la table en poursuivant quelqu'un et pas en m'enfuyant, je reviendrai au tour d'après. Donc, tour 5 des hommes bêtes, je reviens avec mes troupes qui viennent d'anéantir ces gars-là. Je ne peux pas charger.
vu qu'on est après la phase de charge, après la phase, enfin, on est au mouvement obligatoire, donc je reviens en termes de renfort. Je fais un petit mouvement pour avancer. Mes Ungors sont encore 4 et voient tout le monde arriver, ben, ils vont mourir, tout simplement. Je n'ai plus de magie, mes tirs sont tentés sur les demi-griffons et je ne fais rien du tout, bien sûr, hein, ça sert plus à rien. Tour 6, donc c'est la fin du tour 5, pardon. Et donc tour 6 des impériaux, on est à 2 régiments contre 2 régiments parce qu'elle a perdu son mage, elle a perdu tous ses tireurs. Il nous reste plus que du corps à corps. Eh bien, tour 6 des impériaux, c'est la charge des Ungors, la charge des halbardiers, pardon, sur les Ungors. 2D plus 4, le mouvement des humains. Ils arrivent au contact du bâtiment et on va avoir un combat de bâtiment, ça va être super bien, pour voir quasiment toutes les règles possibles. Et les demi-griffons restent sur place, ils ne s'approchent pas des gores pour éviter de se faire avoir, justement. Et tout simplement, pas de magie, pas de tir, on passe au corps à corps. Le corps à corps dans le bâtiment est très intéressant. En gros, quand vous êtes dans un bâtiment et que vous êtes de l'infanterie, vous faites 10 figurines contre 10. Voilà. Vous pouvez choisir n'importe lesquelles de votre régiment. Si vous en avez 20, vous ne pouvez en choisir que 10. Si vous avez des pertes avant de taper, vous pouvez quand même en avoir 10 parce que vous avez encore de quoi faire des pertes derrière. C'est ça qui est intéressant. Si tu charges à très nombreux, tu peux garder tes 10 figurines. Ce qui est très intéressant aussi, c'est que là, les 10 figurines vont donner toutes leurs attaques possibles. Alors que si ce sont des rangs de 5, celles qui sont à partir du deuxième ou troisième rang ne peuvent donner qu'une seule attaque de soutien. Donc là, en gros, tu fais beaucoup de DPS d'un seul coup. Genre les Furies Elfes Noirs peuvent balancer 30 attaques. Alors qu'elles sont 10. Voilà. C'est très bon pour prendre un bâtiment, hein, les Furies, si vous le savez. En gros, elle charge avec les halbardiers sur mes Ungors. Et on va faire tout de suite le corps à corps. On en prend 10 contre 10 pour mes Ungors, sauf que j'en ai pas du tout 10. J'en ai plus que 4, évidemment. Donc, je tente le coup. Je vais quand même tuer un halbardier parce qu'on frappe en même temps. Et derrière, eh bien, le capitaine qui était dans les 10, elle choisit son capitaine parce qu'il a un peu plus d'attaque, va tuer un Ungor sur ses 3 attaques. Et les halbardiers vont en tuer 3 de plus. Elle me fait imperfect, mais je frappais en même temps qu'elle. Dans un dernier râle, j'arrive à planter un halbardier à le tuer. Bref, mes Ungors sont one-shot par ce corps à corps. Les halbardiers prennent le contrôle de la taverne. Et je teste avec mes gores parce qu'une de mes unités vient de se faire annihiler au corps à corps juste à côté de moi. Et je réussis mon test de commandement. Ce qui fait qu'on termine ce tour 6 avec mes hommes bêtes. Le dernier régiment que j'ai, c'est ma douzaine de gores qui vont tenter de charger le bâtiment. C'est une charge automatique, je suis devant littéralement. Je réussis ma charge. Et là, donc, j'ai encore suffisamment de gores qui frappent même mieux que les Ungors contre des halbardiers. Nouveau corps à corps. Je choisis 9 gores qui ont chacun 2 attaques. Donc, je fais 18 attaques contre seulement 10 halbardiers que choisit Neps. Elle n'envoie pas son capitaine grande manière au corps à corps. Elle n'est pas bête, justement. Elle veut le conserver. Elle le met derrière ses troupes. En gros, il est protégé et tout le monde va vers les fenêtres et les portes pour défendre le capitaine. Les gores vont être extrêmement monstrueux parce que quand même je vais faire 9 morts. C'est beaucoup 9 morts. Et derrière, les halbardiers vont quand même se défendre assez ardemment et vont faire 4 morts dans mes gores. Donc je gagne le combat hein, très largement parce que là, dans un bâtiment, pour gagner un combat, eh bien, il faut simplement compter les kills. Les bannières, les rangs, tout ça, ça ne compte pas. C'est un peu le fait d'être dans un bâtiment. Sauf que si vous êtes dans un bâtiment, même si on vous fait moins 6 pertes, en gros vous avez fait une seule perte, l'autre vous en avez 7, vous perdez de 6 points. Quand vous êtes dans un bâtiment, vous êtes indomptable, c'est la règle spéciale, comme si vous aviez plus de rangs que l'adversaire. En gros, votre commandement ne bouge pas, presque la règle de ténacité. Et bref, en fait, les halbardiers vont tester. Ils ont un capitaine avec eux, grande bannière. Ils testent à 3D et gardent les 2 plus petits, règle spéciale des capitaines impériaux. Et Nebs va très largement réussir son premier jet de commandement. Mes gores n'arriveront pas à passer à travers la forêt de halbardes, mais alors qu'ils en découpent, ils en découpent très sec. Ils vont être refoulés, ils n'arrivent pas à rentrer, c'est-à-dire que je recule de 1 pas face au bâtiment qui m'a refoulé. Et mes gores sont maintenant au milieu de la pampa et voient sur leur flanc arriver les demi-griffons. Et c'est la fin de la game. La partie a duré longtemps, le descriptif a duré longtemps, je suis désolé, mais c'est ainsi que vous avez un peu révisé les règles. J'espère n'avoir pas été trop chiant en description. Alors, elle sature tout. Attends, mais moi ça me va pas que ta cam soit là. Ouais, il est là. Vas-y. Mon setup ne va pas. Non, le setup. Voilà, sachez-le, ça ne lui va pas, alors qu'elle a la fibre, un PC plus puissant, une meilleure, pas la meilleure, fibre. voilà. Non, mais je parle d'ici, tu vois, vas-y, la qualité. Bon. Alors, ça va, Oui. franchement, comment ça s'est passé? Est-ce Bien. que, ouais, la partie, Oui, on t'a j'ai guidé correctement, ça va? paniqué sur le déploiement. Oui, le déploiement. C'est ce qui t'a fait un peu peur au début? Oui.
Mais au final, tu as pris les décisions. On a essayé de t'orienter pour ce Mhm. qui est des décisions, mais vraiment, tu as pris les tiennes. On a essayé de faire une initiation qui n'était pas. On était deux pour l'aider. On avait Quentin en maître du jeu, et moi, je faisais ton adversaire, mais Mhm. aussi un petit peu l'initiation. Qu'est-ce que tu as ressenti un peu? Comment ça s'est passé? Où est-ce que tu as trouvé encore que tu as des lacunes? Ou est-ce que ça t'a fait du bien aussi de Mhm. voir sur table, en fait, comment ça se passait? Ce qui était bien, c'est que du coup, sur la liste, il y avait bien les 4 phases à chaque fois. Mhm, Enfin, tout à du fait. coup, c'était, la Maintenant, liste pire. était équilibrée, du coup, il C'est y ça. avait bien les 4 phases à chaque fois. Tout à fait. Euh, du coup, on a fait un peu de tout, en fait. Exactement. Tu as pu tout faire, en fait. Tu as On a pu tout fait un faire. peu de tout. Tu as fait des mouvements, des charges, des fuites, Voilà. toute forme de magie avec des objets et des sorciers. Mhm. Tu as fait des tirs avec artillerie et avec Voilà. tireur, et du corps à corps avec de la cavalerie et de l'infanterie aussi. Donc, c'était assez Ouais. complet, en Mhm. fait. Et puis, ce qui est dur, oui, c'est ça, c'est de maîtriser tout ce qui est calcul et tous Voilà. Ouais. les chiffres, en fait. Les tableaux, Les tableaux, les les- trucs, les comme plus, beaucoup, les moins. comme beaucoup m'ont dit, c'est de reprendre tout ça, etc. Mais Voilà. le fait t'avais très très vite, hein, t'avais très très vite compris, parce qu'elle a déjà fait quelques-unes des petites parties avec d'autres membres du Discord. T'avais déjà bien les 4 phases Oui. ensemble, Oui. et t'avais même des déductions de base aussi, Oui, les ben, canalisations, c'est bien. les angles de vue aussi. Les axes de vue, t'avais très très bien aussi. Donc non, non, franchement, ça s'est super bien passé. On a fait quoi? On a fait une bonne 3h30, une bonne 3h30 Oui. d'initiation, mais en prenant ultra son temps pour une 1000 points. C'était pas trop, je pense. Non, T'avais ce c'était qu'il bon. fallait. Oui, c'est ça. C'est 1000 points, Et, oui, c'est et juste comme qu'il t'as dit, faut. t'as pu tout faire. On a pu tout faire. Et puis, Mhm. c'est pas trop long. Il n'y a pas trop non plus de régiments à gérer et à réfléchir et à. Voilà. Pas trop de règles spéciales Pas par trop de rapport à règles l'armée. spéciales. Les Scaven. Pas comme- Bref. Ce qu'elle a appris sur les Scaven, hein, on dira rien. Mais bon, merci aux Bretons de lui avoir commencé par des Scaven. En tout cas, j'espère que tu as Non, mais apprécié. oui, que t'as si, passé un c'était moment. bien. Ça t'a Oui, donné envie aussi oui. d'en refaire une, Si. peut-être une prochaine fois. En fait, ça donne envie d'être autonome sur Voilà, les c'est ce que règles, tu en disais. fait. C'est ce que tu disais. Parce que du coup, c'est chiant. Ouais, c'est pas super de toujours de se faire murmurer par Bah le oui, et gars en puis face. devoir réfléchir pendant 2 heures. Attends, Mais combien ça, il faut de dés pour le truc? c'est la Parce pratique en fait. que du coup, t'es moins Dans le focus jeu. sur la strat, vraiment. T'es moins dans le jeu. Et du coup, bah oui, voilà, t'es moins dans le C'est truc. un peu comme je le fais pour les JDR. Les JDR, je ne supporte pas que les joueurs regardent leurs fiches de Oui, personnage. voilà, c'est Le but, ça. c'est qu'il faut que ça soit immersif, il faut que tu sois dedans. Et on en a eu des moments, justement. On a eu nos moments avec le Gore qui reste tout seul. Quand Le- tout ça. Non, mais what the fuck, quoi, qu'est-ce qui s'est passé? Oui. Le capitaine qui voit tous ces mecs partir, revenir. Et Et revenir, oh, oui. mais les gars, c'est pas fini. Donc, Puis même tes phases de tir, t'avais bien la chance du débutant quand même. Hein. T'avais oui, des bah très il y a belles, eu très des beaux bons jets. jets de dés, ouais. Et même tes C'est petites ça. armures qui passent, tout ça. C'était Oui. quand même vachement cool. Non, mais elle était bien. Ouais, c'est juste la petite panique. Mais ça reste des humains, c'est normal. Oui, voilà, c'est ça. Ça tient À la fin, moyen. ouais. Ça tient moyen. Tout est parti à la fin. Il y a plus rien. Bah, au final, bah, t'as la taverne à toi. Oui, donc, oui, laisse oui, pas le mais- principe. C'est vrai. Non, mais enfin, je trouvais que oui, c'était quand même une bonne partie. Ouais, on a fait une bonne petite Ouais. game, c'était sympa. Mm, Une bonne petite 1000 points. J'adore les 1000 points avec en plus pas mal de décors. C'était Mm. ça aussi. Ça pour les phases de dés de mouvement aussi, c'est important. Oui. Que t'avais du mal avec les roues et tout ça. Oh, putain, mais oui. et au Je comprends final, pas pourquoi ça bloque en et au final, tu l'as vu, tu l'as fait, t'as fait, bah, en fait, c'est comme ça. Oui, Mais c'est tu sais, comme ça. Elle disait, c'est comme ça. En fait, ça semblait évident. Il se disait, Oui. mais en fait, je me fais une montagne pour finalement. Bah non, mais c'est comme ça en fait. C'est bon, Oui, j'ai oui, compris. parce qu'à appliquer, enfin, Oui. oui, quand tu le lis Bah, et c'est quand pas tu pareil que quand l'appliques, tu c'est l'appliques. différent. Oui. Bon, bref. Bon, en tout cas, merci beaucoup à toi. J'espère que tu Merci as à passé un toi. bon moment. C'était un Oui, plaisir. c'était Tu m'as roulé bien. dessus, c'est toujours C'est plaisir, hein, bien sûr, évidemment. C'est une initiation, c'est pour ça. Voilà, c'est ça. Donc Voilà. la prochaine, tu bouffes. Oui, voilà. Voilà. Chacun son tour. Eh ben, écoute, bien. merci beaucoup. Et on se voit une Merci. prochaine fois. À Avec plaisir. bientôt. Et allez la voir sur Twitch, vous allez voir, elle est rigolote.